messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Le peuple malien solidaire au peuple burkinabé, c'est le message porté par le président de la République du Mali à Ouagadougou. Au lendemain de l'attaque terroriste meurtrière de Nassoumbou, il n'est plus que jamais impératif que les efforts de lutte contre le terrorisme soient conjoints. C'est ce qui ressort des échanges entre le président malien et burkinabé. Les précisions dès le début de ce journal. Et dans cette édition également, la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées. L'inclusion des personnes handicapées dans la mise en œuvre du PNDS était au cœur de la 23e journée célébrée au Burkina en différé hier 17 décembre. Des engagements ont été pris par les autorités tendant à améliorer les conditions de vie de cette frange de la population. À quelques jours de Noël et à quelques semaines de la Saint-Sylvestre, le grand format de ce journal met un point d'honneur sur l'activité économique autour des fêtes de fin d'année. Les vitrines des différents commerces se veulent alléchantes. Les articles eux-mêmes font la cour aux potentiels acheteurs. Noël, un événement économique attendu par les uns et redouté par d'autres. La période des fêtes est-elle vraiment profitable à l'économie? Autant de questions que nous poserons à notre invité ce soir, M. Jean-Pierre Somda, économiste et expert en communication. Ibrahim Boubacar Keïta et Roch-Marc Christian Kaboré, plus que jamais décidés à mutualiser leurs forces contre le terrorisme. Au lendemain de l'attaque subie par le Burkina, les deux chefs d'État se sont longuement entretenus sur la question. C'était hier en début de soirée lors de la visite du président malien au Burkina. Le point avec Pascal Canet. De retour au sommet de la CEDEAO marqué par la nouvelle de l'attaque terroriste au Burkina Faso, le président malien fait un détour à Ouagadougou. Ibrahim Boubacar Keïta veut témoigner au peuple burkinabé sa compassion au lendemain de cette attaque terroriste meurtrière à la frontière avec son pays. Après plus de 45 minutes d'entretien au salon d'honneur, les deux chefs d'État affichent leur solidarité. Chacun a été révulsé par ce qui s'est passé hier à la frontière avec le Burkina. Ces soldats burkinabés surpris dans leur mission, lâchement assassinés, matériel détruit, cela ne peut nous laisser indifférents. Il était donc normal et indiqué que nous venions ici aujourd'hui témoigner au président Roch-Marc Christian Kaboré et au peuple du Burkina, au gouvernement du Burkina, notre solidarité, toute notre solidarité. Et dire que ceux qui viennent frapper le Burkina nous atteignent pleinement. Les assaillants qui ont semé la mort vendredi dans les rangs de l'armée burkinabé seraient répartis au nord Mali. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Alors quand on demande au président malien ce qu'il faut faire désormais face à ces attaques répétées, il est catégorique. Et rien n'entamera la détermination des deux pays, pas même les textes. Tout ce que nous pourrons faire en matière de mutualisation, le terme français est très précis, nous le ferons. Nous le ferons. Aucun artifice juridique ne nous arrêtera. Et il ne sera pas question que l'on puisse venir impunément tuer au Burkina et trouver refuge tranquille au Mali. Sûrement pas. Donc cela fera partie des choses que seront envisagées dans les jours à venir. Les patrouilles mixtes entre nos forces également, pourquoi pas. Les jours à venir seront donc déterminés dans la lutte coordonnée contre les terroristes au Sahel. Ibika annonce d'ailleurs que bientôt le G5 Sahel se réunira pour organiser la riposte. Les jeunes socialistes du monde se sont retrouvés à Ouagadougou à la faveur de la réunion annuelle du Comité Afrique de l'Union internationale des jeunes socialistes. 2 jours durant, ils ont partagé leurs expériences et évoqué la situation démocratique dans les différents pays dont ils sont issus. La rencontre a pris fin ce dimanche. Le reportage de Konsoun Koulibaly et Nathalie Sawadogo. La jeunesse du mouvement du peuple pour le progrès à l'école du socialisme, c'est le tout premier congrès en Afrique organisé par l'Union internationale des jeunes socialistes africains. Prennent part à cette rencontre des socialistes venus d'Europe, d'Asie, d'Amérique, du Moyen-Orient et bien entendu de l'Afrique. C'est le premier mouvement donc, de jeunesse des partis politiques dans le monde entier qui est là aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions échanger, partager nos expériences et voir comment nous allons travailler pour un monde encore plus solidaire. Nous sommes convaincus que les peuples opprimés n'ont pas d'autre choix que d'aller vers des voies
progressistes de la social-démocratie pour mettre fin à l'oppression du capital financier international. Pour le président de l'Union internationale des jeunes socialistes, le choix du pays des hommes intègres pour abriter la rencontre n'est pas fortuit. The choice was actually a choice taken by the African Committee. Mais le choix est très simple, c'est parce que la jeunesse donc, du MPP a fait un travail formidable, vu tout ce qui s'est passé donc, lors de l'insurrection jusqu'à l'élection du président Roch Marc Christian Kaboré. Pour Salif Diallo, cette rencontre rend hommage aux martyrs de la jeunesse burkinabé et à l'ensemble du peuple pour sa victoire sur la dictature et son engagement pour le progrès. Il a en outre félicité tous les jeunes présents à ces assises pour réaffirmer leurs convictions par rapport aux idéaux du socialisme démocratique. Les conclusions des travaux seront transmises à l'international socialiste pour qu'ensemble, ils œuvrent pour un monde solidaire. Et ces jeunes qui ont en commun le socialisme ont été reçus par le président Roch Marc Christian Kaboré. Ils sont allés rendre compte de la réunion qui s'est tenue dans la capitale burkinabé. Le point des échanges avec Mounir Akiri. Le Burkina Faso comme un exemple de démocratie, son président décrit comme un leader dans le combat pour la liberté et le bien-être social. C'est du moins la conviction de cette jeunesse militante venue s'inspirer de l'expérience des leaders politiques du Burkina. Ils ont trouvé en face d'eux un président qui exprime sa fierté envers la jeunesse burkinabé. Le peuple burkinabé, sur les 2 années qui sont passées, en particulier sa jeunesse a payé le prix lourd pour que nous puissions revenir à une démocratie où le peuple œuvre justement à son émancipation et à l'amélioration de ses conditions de vie. Cette action qui a été menée par le peuple burkinabé et sa jeunesse restera gravée dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de l'Afrique. Parce qu'il ne s'agit pas pour un peuple d'être mobilisé, il faut être déterminé pour aboutir à la victoire, quels que soient les sacrifices à faire. Il faut augmenter les capacités de la jeunesse pour qu'elle assure le relais, a souligné le président du Faso. Cela passe d'abord par le dévouement de la jeunesse dans la défense des idéaux du socialisme. L'essentiel pour les jeunes socialistes, c'est de cultiver la solidarité, de combat et d'avoir foi à la vision social-démocrate pour le progrès et la paix dans le monde. Le président du Faso vient de galvaniser la jeunesse socialiste du monde pour que partout ailleurs, les jeunes puissent avoir de l'espoir. Ces jeunes socialistes sont venus d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe et du Moyen-Orient dans le cadre du congrès de la jeunesse socialiste internationale. Chacun repart chez lui avec un message du président du Faso, celui de transmettre les salutations du peuple burkinabé à leurs pays respectifs. Le président nigérien Muhammadu Buhari, médiateur dans la crise politique en Gambie, c'est l'une des décisions prises lors des travaux du 50e sommet de la CEDEAO. Des assises qui se sont également penchées sur l'application des textes relatifs à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace. La clôture du sommet d'Abuja avec Yacouba Gamene et Abdelaziz Yagibou. Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, comme médiateur principal. Il est secondé par le président sortant du Ghana, John Dramani Mahama. Les deux chefs d'État ont reçu mandat de la CEDEAO pour stabiliser le navire gambien qui tangue avec le revirement du président Yahya Jammeh. Ils ont pour mission de convaincre le président déchu à céder dans les délais requis son fauteuil au président vainqueur des élections du 1er décembre dernier, Adama Barrow. Et en cas d'échec de la voie diplomatique, la CEDEAO n'entend pas lésiner sur les moyens adéquats pour éviter l'embrasement. On a lancé un message fort à nos frères gambiens. On a dit que le président est élu, le président Adama Barrow. Et ensuite, on a envoyé un message au président Jammeh pour lui dire qu'il a perdu les élections et que le 19 janvier, il faut que vraiment la Constitution soit respectée et qu'on passe service. Mais au cas où ça ne se passerait pas pacifiquement, on a pris des dispositions aussi pour que vraiment le choix du peuple soit respecté. Le président ghanéen sortant, qui a saisi l'occasion pour dire ses adieux à ses pairs, a vu sa carrure et son sens élevé de l'État saluer. Et pour l'ancrage démocratique dans tous les pays de la sous-région, les chefs d'État et de gouvernement ont élaboré une feuille de route.
Contexte sécuritaire oblige, le sommet recommande l'amélioration des moyens d'action des forces de défense et la facilitation d'échange d'informations. Après s'être imprégné des réalités du terrain à travers un film réalisé à l'aide de caméras cachées sur les entraves à la libre circulation des biens et des personnes, les chefs d'État et experts de la CEDEAO ont pris des décisions fortes. On a projeté un film pour retracer un peu ce que vivent les populations, les tracasseries policières, douanières. Et donc, alors que nous avons des textes, nous travaillons ardemment pour les promouvoir, mais entre les textes et la mise en œuvre, il y a toujours une grande distance. Bon, des dispositions sont prises, nous allons passer par la persuasion, par la sensibilisation, avant que des mesures draconiennes ne soient prises après. Invite a été faite aux pays membres à œuvrer et à plaider auprès des bailleurs en vue de la mobilisation de fonds à même d'être injectés dans des projets porteurs pour les États. La santé, l'éducation, l'agriculture sont autant de secteurs dont le financement sera désormais priorisé par la communauté. De retour de ce sommet, le ministre en charge des Affaires étrangères, qui a conduit la délégation burkinabé au Nigeria, a fait le point. Alpha Barry situe les enjeux de la participation du Burkina à la rencontre d'Abuja. Concernant le Burkina Faso directement, le sommet a d'abord observé une minute de silence pour ce qui est intervenu le vendredi 16 décembre à Nassumbu. Donc le sommet a également exprimé sa solidarité au peuple burkinabé, au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité. Il a donc présenté les condoléances de la CEDEAO et également exprimé tout son soutien aux forces de défense et de sécurité burkinabé, mais également au gouvernement. Et il a mis l'accent sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme dans la région. Et également, le sommet a parlé du PNDS, notamment il a salué le fait que le Burkina Faso a réussi un succès lors de la table ronde des bailleurs de fonds le 7 et 8 décembre dernier à Paris et a appelé les bailleurs de fonds à honorer leurs engagements donc en mettant les fonds à la disposition du Burkina Faso, les fonds qui ont été promis pour que le Burkina puisse relancer donc son économie au plus vite. Et les propos du ministre Alpha Barry nous ont été rapportés par Yacouba Gamene et Abdelaziz Yagibou. Ouvrons à présent le chapitre consacré au grand format de ce journal, l'économie créée autour des fêtes de fin d'année. C'est une période attendue par bon nombre de commerces qui entendent faire des bonnes affaires. Konson Koulibaly et Frédéric Etienne Bassenga ont fait le tour de certains d'entre eux dans la ville de Ouagadougou en cette veille de Noël. Voici leur constat. 12 heures dans une des grandes caves de la ville de Ouagadougou, les équipes travaillent depuis 6 heures. Objectif, bien disposer les caisses de boissons pour satisfaire très rapidement les clients car c'est la période des fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, c'est la quinzaine à ne pas manquer. Les 2 dernières semaines de l'année représentent pour cette cave 20 à 25% du chiffre d'affaires annuel. La fête de fin d'année représente pour tout le monde la fête de tout le monde et chacun est content, papa, maman, les enfants, tout le monde est content à la maison. Il y aura à manger, à boire. Et nous aussi on est contents, c'est la fête de la fin d'année et on va profiter, faire nos chiffres. Ce qui était bon, on améliore, ce qui n'était pas bon, on va améliorer aussi. C'est la même chose pour les grandes surfaces. Dans celle-ci, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, près du double des clients habituels arpenteront les rayons à la recherche de cadeaux à offrir, de décorations à la mode ou encore de produits alimentaires pour le repas des fêtes. La période des fêtes de fin d'année, la Noël, la Saint-Sylvestre et l'avènement de la nouvelle année constitue toujours une période intéressante pour nous, dans la mesure où ça nous permet en tout cas de recevoir de nouveaux visiteurs qui viennent pour voir ce que nous avons de nouveau et bien entendu aussi s'approvisionner pour le bonheur des familles. Dans cette autre grande surface, le responsable a préparé cette période de fin d'année. Animation, promotion, Fadi va déployer les moyens
car décembre représente pour lui 20% de son chiffre d'affaires annuel. Bon, la fin de l'année, c'est une occasion pour qu'on fasse un peu plus de chiffres. Et puis, bon, les gens sont enthousiastes. C'est la fin de l'année, c'est une nouvelle année qui s'annonce, les fêtes de Noël. Donc, les gens sont propices à un peu dépenser un peu plus pour que les fêtes soient un peu plus bonnes pour tout le monde. Propice à dépenser, le mot est lâché, mais les clients que nous avons rencontrés comptent être modestes pour ces fêtes de fin d'année. Bon, moi je rendrai grâce à Dieu d'abord de m'avoir donné la vie et la santé. Et les dépenses, c'est pas obligé. Si on est en bonne santé, on doit rendre grâce à Dieu. Moi je pense que c'est comme ça. Je ne suis pas dans les dépenses. Bon, moi je ne fête pas. Vu les temps qui sont durs actuellement là. Je ne pense pas que je vais fêter, mais je vais essayer de faire plaisir à mes enfants en les offrant des cadeaux de fin d'année. Une chose est cependant sûre, janvier sera encore douloureux pour beaucoup. Bonsoir, Monsieur Jean-Pierre Somda. Bonsoir, Madame Ouedraogo. Nous venons donc de le voir, les commerces sont des plus attrayants en cette veille de Noël. Et en tant qu'économiste, la fête a-t-elle un réel impact sur les affaires, un impact positif, cela s'entend? Ben oui, la fête, comme on le dit, c'est quelque chose qui crée de la passion. Et lorsqu'on parle de passion, on parle aussi d'achat sans forcément tenir compte en réalité des habitudes que l'on a. Et aujourd'hui, l'économie des fêtes consiste à dire que nous avons aujourd'hui des gens qui proposent des produits qui entrent dans le cadre de ces événements, notamment la célébration de Noël. Vous savez qu'il y a beaucoup d'artifices qui permettent de donner du goût et de l'intérêt, mais aussi de donner des cadeaux aux enfants lors de ces fêtes. Vous avez également l'occasion de ces fêtes, la possibilité pour les gens d'être beaucoup plus généreux, d'apporter un peu plus de solidarité et de partage. Et tout ceci implique effectivement des dépenses. Donc l'un dans l'autre, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres, mais il y a aussi évidemment des demandeurs, sinon il n'y aurait pas d'offres. Et donc par conséquent, nous sommes dans une situation où dès qu'il y a la demande, il y a l'offre et par conséquent la consommation. Donc on est dans ce schéma-là. Et puis l'arme la plus utilisée par les commerçants est sans doute la baisse des prix en cette période. Certains vont jusqu'à afficher moins 50%. Au-delà de la stratégie de vente, est-ce que cette méthode, elle est vraiment profitable à tous les parties? En principe, si les acteurs sont conséquents, corrects, ça devrait être profitable à tous. On va du principe que dans un monde où c'est la théorie des nombres, plus il y en a et moins ça doit coûter. Et donc par conséquent, si on reste dans cette logique et dans cette optique-là, normalement, la consommation ayant augmenté, on devrait pouvoir être dans une situation où les prix vont baisser. Et donc cette baisse-là doit pouvoir profiter à la fois à ceux qui consomment, mais profiter aussi à ceux qui vendent, puisqu'ils vont vendre un peu plus que d'habitude. Et si vous avez suivi le reportage tout à l'heure, ils sont nombreux à dire que les fêtes de fin d'année, c'est les moments où ils font le meilleur de leur chiffre d'affaires. Donc, on peut considérer tout à fait normalement que si les acteurs sont corrects, ça doit profiter à tout le monde. Alors, il y a cet autre commerce qui prend de plus en plus de l'ampleur. Il s'agit de la vente de crèches préfabriquées. En plus du sapin artificiel, la crèche devient aussi artificielle, prête à emporter. Voyons cela en image avec Roger Bebamba, Dimitri Badini et Oumar Zombri. La fête de la Nativité se profile à l'horizon. Crèches et sapins, symboles de Noël, sont au cœur de cette fête. Et pour la circonstance, la devanture de la cathédrale est littéralement prise d'assaut par les vendeurs de ces différents objets. On utilise ça d'abord comme ça. Ça, c'est le débit. On laisse, ça va sécher. Et puis on va mettre des grands granites.
Il faut 2 jours pour fabriquer une crèche, nous confie cet artiste peintre de circonstance. Un travail laborieux, nourrissant son homme, sauf que cette année, le marché n'est pas aussi alléchant. Même son de cloche du côté des vendeurs de sapins et objets décoratifs. Et les sapins vers 90 cm, nous on fait ça à 8500. Le marché est là. Je suis là pour un choix d'une crèche et pour mes petits-fils. Ça n'a pas été facile, donc je leur ai dit que je vais aller et revenir. Je l'ai payé à 6500. C'est un peu cher quand même. Mais au-delà des opportunités d'affaires que réalisent chrétiens et non-chrétiens, crèche et sapin incarnent une solennité dans la fête de la nativité pour les fidèles chrétiens. La crèche en tant que telle est la représentation vivante ou artistique de la scène de la nativité, un peu comme un condensé artistique de l'enfance de Jésus. De façon générale, l'arbre de Noël, par rapport à son origine, c'est une tradition qui provient des Celtes, voilà, qui, à travers l'épicéa, un arbre de leur contrée, symbolisait en fait la renaissance du soleil. À travers l'image de cet arbre de Noël-là, l'antique arbre du paradis, vous voyez, l'arbre avec des pommes rouges, la fameuse pomme d'Adam. La confection des crèches est devenue un véritable business et n'est plus l'affaire des tout-petits. Pour l'abbé Mathieu, l'enfant doit s'investir dans la construction de sa crèche car elle développe en lui son ingéniosité et marque sa participation dans la fête de la nativité. Du reste, il invite les fidèles chrétiens à plus de foi et à dépasser l'aspect folklorique de la fête de Noël. Monsieur Samda, voici une vente qui ne connaît pas de baisse, celle du sapin de Noël. Et puis la crèche, on l'a vu, elle n'est plus faite de terre devant les concessions, mais prête à l'emploi. C'est une nouvelle habitude. Est-ce qu'elle est profitable à l'économie? Oui, en principe, elle profite nettement mieux à l'économie que la construction de la crèche à domicile. Mais on sait par ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure le reportage, qu'une crèche construite à domicile permet effectivement de forger chez l'enfant aussi un certain esprit, celui de montrer effectivement sa foi pour ce qui concerne les familles chrétiennes, mais également une façon pour les enfants de montrer leur implication dans la dynamique de la fête de fin d'année. Mais ceci étant dit, ça ne nécessite pas des rapports trop marchands. Maintenant, nous sommes dans un contexte où de plus en plus, tout le monde va vite. Et donc, par conséquent, des gens ont eu l'ingéniosité de préparer déjà des crèches pour mettre à la disposition de nos familles et de faire en sorte qu'on ne se donne plus la peine de les construire. Et donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, quand on va acheter une crèche à 5 000, 10 000, 15 000, bon, ça permet effectivement de faire tourner l'économie nationale, même si, évidemment, ce n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. Mais en tout cas, je pense que ça y contribue fortement. Alors, nous ne pouvions pas passer sous silence la partie vestimentaire. Les couturiers aussi espèrent tirer profit de cette période, sauf que certains de ceux rencontrés cette année se plaignent de la baisse de la clientèle. Les causes qu'ils avancent nous sont dévoilées dans ce reportage signé de Roger Cam et Ismaël Diloma Sirema. Bientôt les fêtes de fin d'année et chez certains couturiers, les clients viennent à compte-gouttes. Pour ce couturier, par exemple, n'a pas besoin de faire des veillées pour honorer les délais donnés aux clients. Pour les fêtes, notre rendez-vous, le dernier rendez-vous, c'est à partir du 20. Autant on a presque fini, on n'a que 2-3 tenues qui n'est pas encore fini pour les fêtes de fin d'année. Même son de cloche dans cet autre atelier, spécialisé dans la couture féminine. Cette année, en tout cas, ça va un peu. Comme le temps est un peu dur, mais ça va. En tout cas, cette année, on ne veille pas. On ne veille pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de marché. Les gens qui cousaient 2, 3, cette année, c'est une seule tenue. Mais à côté de ces couturiers qui attendent en vain la clientèle,
Il y a d'autres pour qui le travail est continu. Les ouvriers sont permanemment à la tâche. Prise de mesure de clients, coupure de tissu, couture proprement dite et repassage. Autant d'actions qui permettent à cet atelier de produire en moyenne 150 tenues par semaine. Chez nous, c'est un peu particulier. Alors nous, nos programmes s'étendent 365 jours. En 365 jours, ça veut dire que tout est programmé à millimètre près. Nous avons des commandes de l'extérieur. Donc, ce qui fait que chez nous, c'est tout le temps intense comme ça. Il n'y a pas une période de baisse ou une période où on peut dire que c'est relax. Non, c'est 365 sur 365. Toutefois, la majorité des couturiers que nous avons rencontrés disent ne pas trop se plaindre. Et pour la clientèle qui se fait attendre, certains fondent de nouveaux espoirs. Comme il y a eu le changement peut-être dans le pays par rapport au changement du régime, on se dit quand peut-être le régime serait bien installé, peut-être ça ira. On se dit peut-être c'est ça. À ce titre, ils exhortent le gouvernement à développer davantage d'initiatives pour que les Burkinabés consomment burkinabé. Monsieur Somda, nous sommes toujours avec notre invité. Il ressort qu'aujourd'hui, l'innovation est primordiale pour se faire des sous. Est-il vrai que la faute n'est pas à la baisse du pouvoir d'achat, mais plutôt au changement, à l'exigence de la clientèle? Oui, en tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, la situation peut s'expliquer de trois manières. La première est que nous sommes dans une situation un peu d'incertitude, où nous sortons donc d'une situation difficile, où les gens ont le réflexe de se recroqueviller et donc de consommer prioritaire. La deuxième chose est que nous sommes dans un contexte où de plus en plus aussi nous avons des produits qui nous viennent en particulier du textile venu des pays asiatiques qui sont relativement beaucoup plus abordables du point de vue du prix que ce que nous avons l'habitude de coudre chez les couturiers chez nous. Et puis la troisième chose, je pense que à l'heure actuelle, les Burkinabés s'investissent beaucoup plus ailleurs que dans l'habillement. Par exemple, les gens se préoccupent de comment on va manger, comment on va s'amuser. Je pense que l'habit vient nettement en dernière position. Aujourd'hui, c'est comment on va partager le repas de Noël. Comment on va partager la fête du 31 et du 1er. Donc ça doit préoccuper beaucoup plus les uns et les autres de savoir qu'est-ce qu'il faut préparer, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut acheter, que peut-être de se préoccuper de comment on va s'habiller. Bon, mais ceci étant, il y en a aussi qui pensent qu'il faut toujours bien s'habiller, quelle que soit la situation. Mais voilà. Merci à vous, Monsieur Jean-Pierre Somda, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes économiste, expert en communication, et vous étiez avec nous pour parler de l'économie donc, qui se développe autour des fêtes de fin d'année qui s'annoncent. Donc, merci à vous. La suite du journal à présent et nous revenons sur les états généraux des hôpitaux publics du Burkina. Les travaux ont pris fin à la soirée d'hier à Ouagadougou et s'il y a au moins un point sur lequel les participants s'accordent tous, c'est qu'une réorganisation de l'ensemble des structures hospitalières s'impose. Précision, Consul Koulibaly et Nyar Kiteda. Un nouveau va souffler sur les hôpitaux publics du Burkina. Après diagnostic de la situation au cas par cas, les congressistes place au centre des actions la transformation effective des hôpitaux publics en de véritables centres de santé de référence en alliant bonne gouvernance et qualité des soins. Nous sommes dans un Burkina Faso post-insurrectionnel qui a des exigences. Ces exigences s'appellent responsabilité,
devoirs et également se départir de toute complicité qui n'arrange pas la nation. Les États généraux ont instruit à ce qu'il y ait des réflexions plus approfondies à ce niveau-là pour qu'il y ait une meilleure coordination afin qu'on évite des situations où on a du matériel médical qui est bloqué et on ne peut pas faire tel examen ou tel autre dans tel hôpital parce que tout simplement au niveau des acteurs il y a des problèmes de dysfonctionnement sur le plan de la coordination. 39 recommandations ont sanctionné la rencontre et mettent l'accent sur la qualité dans la formation, une collaboration intelligente entre le public et le privé et le renforcement conséquent des structures hospitalières entre autres. Des propositions et recommandations qui visiblement rencontrent l'assentiment des politiques et des spécialistes qui étaient de la rencontre. Personnellement, je reste très optimiste parce qu'il a été animé par des jeunes qui étaient convaincus d'une mission qui leur a été confiée. Et ce qui est passionnant, ce sont les échanges qui ont eu lieu. Ces échanges ont été passionnés, parfois passionnants, et surtout les propositions assorties. Et elles sont nombreuses. Si effectivement ces recommandations-là voient le jour, on peut peut-être atteindre un objectif qui est l'objectif principal, c'est la santé pour tous. Les 500 délégués venus de toutes les régions sanitaires du Burkina ont recommandé l'institutionnalisation des États généraux pour tous les 5 ans et la mise en place d'un comité interministériel pour le suivi des propositions et recommandations faites. Car selon eux, c'est à ce seul prix que des solutions pérennes seront trouvées pour offrir des soins de qualité aux populations en tout temps et en tout lieu. Les jeunes entrepreneurs s'intéressent au plan national de développement économique et social du Burkina. Le PNDES leur est expliqué dans son entièreté à la faveur d'une conférence organisée par l'Association professionnelle des jeunes entrepreneurs du Faso. Moussa Ouedraogo et Bouma Ernest Nebié nous en disent plus. Faire connaître le plan national de développement économique et social PNDS aux jeunes entrepreneurs de Burkina afin qu'ils puissent mieux apporter leur contribution à la réussite de sa mise en œuvre. C'est l'objectif de cette conférence publique organisée par l'Association professionnelle des jeunes entrepreneurs du Faso. Notre association, à travers cette conférence, voudrait donner le maximum d'informations aux jeunes entrepreneurs sur le PNDS. C'est aussi un plaidoyer pour donc qu'on prenne en compte la particularité de la jeune entreprise dans le cadre donc des marchés du PNDS. Le PNDS dispose d'énormes opportunités pour les entreprises émergentes au Burkina. Et les opportunités, c'est dans le secteur du développement rural, c'est dans les services, c'est aussi dans tout ce qui est comme activité de transformation. Et je pense que c'est une occasion pour eux de partager et d'inviter les jeunes entreprises du Faso à pouvoir s'approprier ce programme national de développement. Je voudrais simplement les inviter à s'organiser davantage, à constituer des coopératives, des GIE. L'association professionnelle des jeunes entrepreneurs du Faso regroupe les jeunes chefs d'entreprise de moins de 45 ans. Ses objectifs, accompagner ses membres à accomplir les objectifs qu'ils se sont assignés à leurs entreprises et faire émerger au Burkina une nouvelle génération d'entrepreneurs très professionnels. Les personnes vivant avec un handicap espèrent qu'ils ne sont pas oubliés dans ce même PNDES. C'est le cri de cœur lancé lors de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées et le ministre en charge de l'action sociale de répondre que plusieurs politiques tendant à améliorer leurs conditions de vie ont été prises. Voyons cela dans le détail avec Ibrahim Assombié et Ismaël Diloma Sirima. Cette tribune a servi pour plaider la cause des personnes vivant avec un handicap. Ce plaidoyer s'est fait à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Ainsi, les handicapés de tout genre réclament plus d'inclusion. La première doléance, c'est l'inclusion. Mais comme l'inclusion se situe à plusieurs niveaux, on va dire qu'il y a plusieurs problèmes, que ce soit au niveau de l'éducation, de la société, de la formation professionnelle, de l'emploi. Nous avons besoin qu'on adapte toutes ces choses-là aux différents types de handicap. La commémoration de la 23e édition de la Journée internationale des personnes handicapées a duré 2 jours et a coûté 27 millions de francs CFA. Ce n'est pas une cérémonie de plus, en ce sens que nous voulons l'intégrer dans un ensemble de réflexion sur des thèmes. Ensuite, également un ensemble de planification, parce que nous sommes en train de planifier des activités en fonction donc du PNDS à mettre en œuvre en faveur des personnes handicapées.
Et pour faire avancer correctement les politiques en faveur des personnes handicapées, certains ont leur petite idée. Nous, les personnes handicapées, nous, on vous demande, quand vous allez nommer quelqu'un pour les personnes handicapées, nous, on veut que vous nommez un handicapé. Parce qu'un handicapé connaît les problèmes des handicapés. Le ministère en charge de l'action sociale promet d'augmenter la proportion des personnes handicapées actives de 2,2% à 50% en 2020. Zoom à présent sur une action citoyenne. Les populations de la province du Gourma ont, avec les moyens du bord, procédé au remblayage de la RN4 reliant Fada à Kupela. Les nids de poules y sont de toutes les tailles et par cette sortie, les initiateurs espèrent rendre la voie praticable au moins pour quelque temps. Suivez plutôt ce reportage de nos correspondants dans l'est du pays, Alassane Tiendre-Beogo et Mahamadi Ouedraogo. L'état défectueux de la route nationale numéro 4 Fada-Kupela constitue un véritable danger pour les usagers qui l'empruntent. Depuis plusieurs années déjà, nul n'ignore en tout cas les difficultés, les peines que les gens endurent sur cet axe-là. C'est difficile de rouler sur cette route. Depuis ce matin, j'ai quitté Zorgo pour Fada avec ma maman qui est malade. Vraiment, nous souffrons. Fatigués de braver les péripéties de leur voie et d'attendre les promesses des autorités qui tardent à venir, jeunes, femmes et vieux de la région de l'Est sont ici en action pour résorber temporairement le calvaire des habitués de cette voie. Une façon pour nous, en tout cas, de poser un acte patriotique et citoyen, en tout cas en vue d'apporter notre modeste contribution par rapport au calvaire que la population vit depuis un certain temps au niveau de la région de l'Est. Et pour nous aussi, c'est une façon d'interpeller les autorités à s'investir pour que notre route, en tout cas, y trouve une solution dans les jours à venir. Nous encourageons en tout cas l'initiative et nous demandons à tous ceux qui peuvent, en tout cas, travailler à ce que de telles actions-là se mènent, puissent effectivement aller dans le même sens. En attendant la réhabilitation annoncée par les autorités en 2017, les organisateurs ambitionnent de rendre praticable cette route jusqu'à la commune de Gongé, située à près de 50 km de Fadangourma. Actualité hors de chez nous, Robert Mugabe a été investi comme candidat du parti au pouvoir pour l'élection présidentielle de 2018. Il aura alors 94 ans. Au pouvoir depuis 1980, Mugabe n'a pas évoqué de successeur, mais plutôt sonné l'heure de l'unité au sein du parti, la ZANU-PF, en proie à des querelles intestines. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a appelé à la fin des luttes intestines au sein de son parti, la ZANU-PF. L'appel a été lancé samedi lors de son discours d'acceptation après que le parti l'a confirmé comme candidat à l'élection présidentielle de 2018. La ZANU-PF a connu récemment des luttes intestines pour la succession de Robert Mugabe. Discipline, discipline, discipline. La discipline. La discipline. La discipline dans le respect de l'idéologie du parti. La discipline en reconnaissant que les dirigeants doivent être respectés et ceux qui sont à la base vous respectent également. Mugabe, âgé de 92 ans, est au pouvoir depuis 42 ans. Pour la succession, les gens pensaient qu'il allait y avoir des combats de factions ici. Maintenant, nous avons terminé le congrès et il n'y a pas eu de combat. Le président vient de réaffirmer et de confirmer que le parti est encore fort et nous a montré la voie à suivre. Robert Mugabe a donc décidé de rester au pouvoir malgré de nombreux appels à la démission venant parfois même de son propre parti, la ZANU-PF. Et comme tous les dimanches, le service sport est des nôtres pour faire le point. Mahamadi Wena, bonsoir. Bonsoir, Peggy. Et nous commençons par la 5e journée du championnat national de football de première division. Le RCK consolide sa première place en battant
le Santos 1-0. Oui, le SK qui prend le large en tête grâce à cette victoire d'1-0 sur le Santos, c'était cet après-midi même au stade du 4 août. Et on va parler d'une autre équipe en forme, c'est l'ASFB et les jaunes et noirs de Bobo Dioulasso qui sont sur une très belle série après la victoire sur le RCB mercredi dernier. Et cet après-midi, hier, du moins, ils sont venus s'imposer devant les rouges et noirs de Luso, alors que nous allons voir incessamment un but qui a été marqué à la 115e minute par Lionel Caboret. C'est lui-là même qui avait permis à l'ASFB de gagner contre le RCB mercredi dernier, alors que nous revoyons le but. 1-0 et l'ASFB qui prend la deuxième place et avec 10 points. Et autre résultat de cette cinquième journée, RCB AS Police 2-0, BPS EFO 0-2 pour l'EFO, USCO COSAP 0-0, USFA AGEB 1-1, Raimo Majestic 1-1 et ASFA Yenga AS Sonabel qui vient de se jouer tout de suite. 2-0 pour l'AS Sonabel. Et comme je le disais, le SK qui est en tête avec 13 points, plus 6, ASFB 10 points, plus 2, troisième Raimo 9 points, plus 4. Et les deux derniers au classement qui sont relégables, c'est l'USCO 3 points moins 3 et 16e BPS 2 points moins 4. Et puis, il y a cette liste de 24 joueurs publiée en début de semaine par le sélectionneur Paulo Duarte. Oui, Paulo Duarte qui a publié jeudi dernier une liste de 24 joueurs pour entamer la préparation de la CAN au Gabon. Et cette préparation va commencer au Maroc le 27 décembre prochain dans la ville de Marrakech. Et bon, ce week-end, il y a eu tous les joueurs convoqués ont presque ou moins joué avec leurs équipes, ceux qui n'étaient pas blessés. Et il y a deux qui ont pu marquer sur le plan offensif. C'est Jonathan Pietrapa qui est entré à la 70e minute avec son équipe d'Al Nassr et qui a marqué dans les arrêts de jeu et pour permettre à Al Nassr de s'imposer 2-0 devant Al Jazeera. C'est dans le championnat émirati aux Émirats Arabes Unis et en Israël. Il y a un autre Burkinabé qui fait partie de la liste de Paulo Duarte. Lui, il s'appelle Ousmaïla Lengani. Il a ouvert le score pour Apoel Askelon. C'était à la 16e minute. Mais ce but n'a pas permis à son club de gagner parce que Apoel Askelon est tombé 3-1 devant Apoel Haïfa. Donc c'était un peu... Mais lui, il a tout de même marqué. Oui, il a tout de même marqué. C'est les deux Burkinabés qui, sur le plan offensif, ont pu scorer avec leurs équipes ce week-end. Merci beaucoup, Mamadi Ouena. Donc, rendez-vous dès demain lundi au service. Demain à 21h. Pour plus de précision. C'est la fin de cette édition. Demain, Fousseni Kundo vous retrouve à 20h pour le journal. Merci de rester fidèle au programme de la télévision du Burkina.